Bonjour, bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à la CDCBF, Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, et on rencontre la toute nouvelle directrice générale, Tania Fontaine. Et oui, c'est la dernière de la saison. On s'installe confortablement. Comme vous à la maison, asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Hop, et à la calçade. Et voilà, ça. Non, c'est la dernière de la saison. Moi, je vais m'habiller chic. Oh, et voilà. Hey, le masque. Bonjour Tania. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. C'est un peu ton nouveau chez toi ici, là, à la corporation. Tout à fait, ma nouvelle maison. Ouais. Combien de temps là, que tu es en poste? Je suis là depuis la mi-juin, ça va faire 6 mois. OK. Puis commencer là, parce que Chantal Charret, ta prédécesseur, était là pendant de nombreuses années. Fait que c'est comment de reprendre ce bateau-là après toutes ces années-là sous la gouverne de Chantal? Bien, ça se passe très bien, en fait. On est vraiment dans une année de transition. En effet, c'est d'arriver après quelqu'un qui a eu un grand passage là, de 25 ans. Mais l'équipe est là depuis longtemps. J'ai une équipe d'expérience qui me soutient. Et l'accueil des membres de la corporation est très chaleureuse. Donc, ça se passe merveilleusement bien. OK. Puis d'arriver en poste en plein temps de pandémie, ça ressemble à quoi? Bien, malgré tout, ça me permet quand même, on n'est plus à l'époque là, où c'est qu'on était derrière notre écran, on était vraiment confinés. Donc, j'ai pu aller à la visite des membres. J'ai presque fini la tournée. On est quand même près de 70 organismes communautaires. Donc là, j'ai vraiment visité chacun des organismes, aller les rencontrer à même leurs organismes. Mais c'est sûr que c'est pas pareil, c'est peut-être pas aussi vivant que cela a déjà été, mais tout est en place. Les services sont encore là. Puis, je pense que les gens étaient contents aussi de se revoir. On a eu des activités à l'automne et le taux de participation est incroyable. Okay. Donc, malgré la COVID, les gens sont au rendez-vous, là. OK. Puis toi, est-ce que tu es originaire de la région? Pas du tout. Moi, je suis originaire de Bellechasse. OK. Puis j'ai passé une dizaine d'années à Québec, mais là, je suis nouvelle dans la région, nouvelle dans le centre du Québec, dans la MRC d'Arthabasca. Puis jusqu'à présent, c'est un coup de cœur là, avec la région, là, vraiment. Fait que ta visite des organismes communautaires, c'était en partie aussi pour regarder les paysages autour, voir la région, là. Exactement. Surtout que moi, je suis une amatrice de moto. Donc, j'ai fait le tour en moto d'abord. Et ensuite, je suis allée visiter là, chacun des organismes. Parce qu'on couvre toute la région. Donc, on a des organismes à Amenard, à Warwick, à David-Youville. Donc, j'ai vraiment pu faire la visite là, de la MRC au complet. Ben oui. Mais la corporation en tant que telle, c'est quoi son rôle auprès de ces organismes-là? La corporation vise d'abord de regrouper des organismes communautaires. Et c'est venu à l'initiative d'organismes communautaires qui voulaient se donner un regroupement pour mettre en commun les ressources. Donc, on est là pour le développement communautaire, donc un nouvel organisme qui voudrait se bâtir, un organisme qui a plus de difficultés, qui a besoin de soutien, on est là pour les accompagner. On est là aussi pour ce qui est de développer différents projets collectifs, qu'on soit là pour la concertation, le partenariat, on fait de la représentation au niveau de la MRC, tout ça. Donc, on est là aussi pour représenter nos membres. Donc, moi, j'assiste à différentes tables de concertation pour parler pour mes membres, pour leur faire valoir les services qu'ils offrent et aussi les opportunités de partenariat. Donc, quand il y a des enjeux au niveau de la MRC ou des choses comme ça, on est là pour les soutenir à ce niveau-là. Donc, on a plusieurs chapeaux, en fait, là, de la corporation. Et puis, toi, en tant que directrice générale, ton rôle est de superviser un peu toutes ces tâches-là, ces services-là? Ou est-ce que tu as d'autres choses aussi? Bien, on a 10 mandats à la corporation. Donc oui, j'ai le rôle de s'assurer qu'on respecte nos 10 mandats, qu'on est à l'écoute de nos membres, qu'on est là aussi dans la même vision de développement communautaire avec nos membres. Donc, moi, en tant que directrice, je m'en vais m'asseoir avec d'autres directeurs de divers secteurs pour faire valoir le communautaire. Puis, on est aussi, on gère l'édifice de la place communautaire Rita Saint-Pierre, donc il y a ce rôle-là aussi à jouer. Donc, on a... De temps en temps, tu vas faire une petite affaire de plomberie. Exactement. On est multi-chapeau dans le milieu communautaire, donc
Non, c'est pas moi qui s'occupe de la plomberie, j'ai une équipe là, pour ça. Mais il faut bien s'occuper de cette place communautaire-là qui regroupe quasiment la moitié de nos membres aussi. Là. Mm-hmm. Mais justement, tu parles qu'on est un peu multitâche dans le communautaire. Est-ce que ça fait partie des défis que tout le monde, que tous ces organismes-là vivent au quotidien? Bien, c'est un défi, mais en même temps, je dirais que c'est un avantage. On est dans un carré de sable, mais un cadre souple. Okay. Donc, quelqu'un qui aime la diversité, quelqu'un qui aime pouvoir explorer différents aspects dans son travail, il peut le faire. Moi, j'ai été dans un milieu d'intervention, mais je faisais autant d'intervention que de l'événementiel, que parfois, il s'agit sur des tables de concertation. Donc, au contraire, sans que ce soit un défi, c'est aussi une particularité là, des milieux communautaires qui est intéressant. Oui. Puis, parfois, dans le communautaire, on a l'impression que c'est un petit peu de la sous-traitance pour divers ministères, autres organismes, CIUS. Comment ça se vit, ça, par les organismes? On n'est pas de la sous-traitance. Les organismes communautaires, la plupart sont autonomes, donc on ne dépend pas toujours d'un ministère. Et bien souvent, on ne dépend pas du tout d'un ministère pour ce qui est de notre mission, nos services. On est au contraire en complémentarité avec les services déjà offerts. On est un filet social aussi important que les services du CIUS et tous les autres ministères. Donc, il faut être en complémentarité. On n'assumera pas la part du CIUS, ils ont leur rôle à jouer qui est tout aussi essentiel, mais le milieu communautaire, sans eux, je pense qu'on ne serait pas le milieu de service qu'on a actuellement. Là. Non, effectivement. Puis toi qui viens d'une autre région, en t'en venant ici, selon toi, qu'est-ce qui définit ou qu'est-ce qui caractérise le mouvement communautaire ici dans le centre du Québec? Bien, avant même de déménager ici, moi, on m'avait présenté la région comme étant le berceau du milieu communautaire. Donc, ici, il y en a énormément d'organismes communautaires qui sont tissés serrés, qui sont là depuis longtemps. Un de nos membres, le membre les plus anciens ici, est là depuis 1966. Et quand on parle de berceau communautaire, la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs est la première corporation de développement communautaire au Québec. Aujourd'hui, il y en a 67 dans la province, mais celle des Bois-Francs est la toute première. Donc, Victoriaville, que ça a été fondé ici? En 84. 84? Étais-tu né? Non. Ah. Non, mais c'est pas parce qu'on n'était pas là qu'on peut pas comprendre l'histoire puis bien être à l'affût de ce qui s'est passé parce que c'est là-dessus qu'on se bâtit là, vraiment l'avenir. Donc, c'est une caractéristique propre à la région ici. Puis, dès mon arrivée, dès les premières semaines, on le sent, les partenariats sont solides. La reconnaissance aussi des organismes communautaires dans la région est très forte. Moi, je viens d'une région qui a des organismes communautaires qui se battent corps et âme pour être reconnus et tout ça, mais ici, je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire un peu encore d'être reconnu, mais il y a déjà quelque chose d'ancré qui est solide là, dans la région. Donc, c'est la beauté là, ici qui m'a frappée là, du milieu communautaire. Puis vous, à la corporation, vous avez plusieurs organismes, donc de divers milieux, de divers domaines. Comment est-ce que vous faites pour concilier tout ça? Parce que la réalité doit être différente quand même du domaine, par exemple, de la santé, ou nous, par exemple, de la télé communautaire. Tout à fait. En fait, c'est une des caractéristiques d'une corporation, c'est d'être multisectorielle. Donc, on a 17 secteurs d'activité, que ce soit art, culture, que ce soit immigration, aînés, enfants, santé physique, santé mentale, déficience physique, déficience intellectuelle. Mais tout ce qui est au niveau du milieu communautaire se regroupe. Il y a quand même des enjeux communs. Comme tu sais, un enjeu qu'on vit actuellement autant au milieu communautaire que partout ailleurs, c'est l'enjeu de main-d'œuvre. C'est universel. Donc, il y a des enjeux qui peuvent se vivre selon les secteurs d'activité. Mais il y a des enjeux qui peuvent se vivre en termes de milieu communautaire. Tout ce qui est de la reconnaissance, comme on disait, les conditions de travail, le sous-financement. Donc, on travaille là, avec eux pour faire valoir là, ces enjeux-là, puis pouvoir les aider à se développer. Là, tu mentionnes le sous-financement. C'est une caractéristique aussi du milieu communautaire où est-ce que la plupart sont financés au projet et non à la mission. Comment ça se gère, ça, pour les organismes? C'est difficile parce que ça fait en sorte qu'il y a des beaux projets qui ont de la misère à perdurer dans le temps parce que le financement, il s'arrête. Donc, le financement est pour 1 an ou 2. Il n'est pas nécessairement renouvelé.
Donc, c'est pas que l'idée était pas bonne, mais c'est que le ministère a d'autres priorités ou des choses comme ça. Donc, il faut toujours s'adapter, renouveler, offrir quand même nos services de base qui fait notre mission. Mais c'est sûr que l'enjeu de financement ne permet pas toujours de compétitionner avec les autres milieux de travail. Donc, c'est sûr que si on compare deux postes semblables dans le milieu du CIUS puis dans le milieu communautaire, au niveau du salarial, c'est peut-être pas la même chose, mais peut-être qu'au niveau des avantages puis des horaires, mais aussi de la dynamique d'équipe aussi. Des équipes qui sont très de proximité. On est des petites équipes qui sont près de la direction aussi, qui permet de faire avancer les choses que en tant qu'intervenant, j'ai mon mot à dire sur ce qui se passe sur l'organisme. Je peux développer un nouveau service, qui n'est pas toujours le cas dans une grande structure comme un CIUS, par exemple. Oui. Puis, autre que des organismes communautaires, est-ce qu'il y a d'autres aussi, peut-être des OBNL ou des entreprises d'économie sociale qui sont inscrites à la... Tout à fait. Donc, on a des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale. On a des gens, comme par exemple, on a le support ici, qui recueille des dons puis qui donne à disposition divers matériels à faible coût. Le centre contact aussi de Warwick fait un peu la même chose, le Grand Aveliouville. Donc, ils ont des volets aussi d'économie sociale. Et nous, d'ailleurs, on a un mandat au niveau du soutien à l'économie sociale avec le CDEVR. Donc, on soutient ces projets-là en économie sociale, on les accompagne à se développer. Donc, comme on dit tout à l'heure, on porte plusieurs chapeaux. Si c'est dans l'optique de développer le milieu communautaire, on est là à différents niveaux. Puis juste pour bien distinguer, quand on parle d'entreprise d'économie sociale, qu'est-ce qu'on veut dire par là, économie sociale? Bien, c'est vraiment une économie qui vise à soutenir la communauté. Donc, c'est circulaire. Donc, ça crée les emplois d'abord et avant tout. C'est là pour soutenir au niveau de la communauté quelque chose de particulier. Donc, on a eu un projet dernièrement qui était de maintenir des services de proximité dans une municipalité ici dans la région. Donc, un mécanicien, un service à essence. Donc, c'est une coopérative qui s'est créée là, à ce niveau-là pour être sûr de garder ces emplois-là dans la communauté et que ça revienne aux gens de la communauté. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on parle d'un projet d'économie sociale. OK. Puis pour ce projet-là, dans le fond, c'est que oui, ça garde des emplois, mais ça garde une certaine vitalité du village parce si on enlève des services dans un village, ben on peut perdre des gens. Donc, c'est vraiment de garder ces milieux-là actifs, de garder ces services-là à proximité. Puis c'est la beauté du milieu communautaire. Quand les gens sont soutenus, quand ce sont des gens qui sont proches aidants, des gens qui ont des maladies, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, bien, le communautaire est là pour les soutenir. S'ils ont besoin au niveau de l'aide à l'accompagnement pour leur logement, on a un organisme pour ça. Donc, on est là pour combler différents services. Quand on est bien soutenu dans une communauté, bien, on reste dans cette communauté-là. Il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment d'avoir ce qu'on a besoin. On n'a pas de vide à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on mise que la communauté soit bien, qu'il y ait tout ce qu'ils aient besoin. Santé. Exact. Soit actif aussi dans leur milieu communautaire. Puis le communautaire, est-ce qu'il doit toujours autant dépendre de bénévolat? Ça dépend des organismes. Il y a des organismes qui ont très peu de bénévolat, puis il y en a d'autres qui dépendent beaucoup de ça. On va prendre, par exemple, un événement qu'il y a eu dernièrement, la Guignolée, pour la sécurité alimentaire. Donc, c'est sûr que ça prend énormément de bénévoles pour ces organismes-là, ces événements-là. Tu sais, si on compare, dans nos 68 organismes membres, on a à peu près 600 emplois. Et on a 3000 bénévoles. Donc, oui, il y a un niveau très important de bénévolat qui est présent, mais ça va dépendre vraiment de l'organisme en tant que tel. Oui, parce qu'on l'a vécu, entre autres, avec la pandémie. On a parlé brièvement de pandémie tantôt, mais là, je pense que c'est le temps qu'on rentre les deux mains dedans. Mais, il y a eu un gros enjeu au niveau du bénévolat aussi avec l'arrivée de la pandémie. On ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont des personnes d'un certain âge. Tout à fait. Est-ce que ça a eu une espèce d'effet de vague, un gros impact pour certains organismes? Ça fait il y a eu deux facettes, en fait. Au début de la pandémie, il y a plusieurs gens qui ont dû se retirer étant donné leurs conditions de santé ou leur âge. Mais en même temps, il y a plein de gens qui se sont retrouvés en arrêt de travail. Donc, des professeurs, par exemple, ou des gens qui ont été mis à pied temporairement, se sont lancés vers le bénévolat. Donc, il y a eu une grande demande de gens qui ont offert de leur temps pour soutenir les causes. Et là, quand
il y a eu un retour au balancier. Là. Quand on est revenu le temps de retourner au travail, tout ça, on a perdu des bénévoles qui ont dû retourner sur le marché du travail, mais on a eu encore le frein des gens d'un certain âge qui ne pouvaient pas tout de suite retourner au bénévolat. Donc là, on se resitue un petit peu à la normale. Donc, on a un taux de bénévolat qui est correct, qui peut pallier à plusieurs besoins, mais on n'est plus dans la grande demande au début de la COVID où c'est que les gens cherchaient à occuper leur temps, en fait, et à soutenir de différentes façons parce que il y a eu aussi cet appel-là du gouvernement de dire il y a des gens dans le besoin, qu'il faut les aider. Il y a des gens, la clientèle vulnérable à l'époque, c'était beaucoup les aînés qui étaient mentionnés. Donc, il faut aider les aînés à faire leur commission, les choses comme ça. Donc, il y a eu un gros soutien à ce niveau-là. Puis ça a ouvert les portes à des gens peut-être qui n'auraient jamais fait de bénévolat, de faire l'essai. Ouais. Donc, ça crée cette belle dynamique-là. De faire découvrir différentes causes. Exact. Puis il y a des gens qui ont décidé de continuer à faire du bénévolat, mais c'est plus en fonction de leur disponibilité. Donc maintenant, de soir, de fin de semaine, puisqu'ils travaillent de semaine. Bien qu'on sait que les services sont majoritairement sur semaine. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est un peu dans un équilibre là, maintenant de ce qu'on était un peu avant la COVID. Là. Parce que pour le communautaire, même à travers tous les confinements, il n'y a pas eu de bris de service. Non. Ça a toujours continué. Surtout la région ici, les gens se sont virés là, rapidement. Il n'y a pas eu de bris de service. Les services ont continué. Les organismes étaient ouverts sur rendez-vous, par téléphone, en ligne. Au niveau numérique, là, ça a fait la transition assez rapidement. Donc, il n'y a pas eu de laisser pour compte à ce niveau-là. Oui, mais avec ça, est-ce que justement ces organismes-là qui ont dû se réorganiser d'une certaine façon, retravailler un peu les façons de faire, est-ce qu'il y a un petit épuisement maintenant avec ça? Bien, je dirais qu'il y a un essoufflement général de la population. Tu sais, il y a toutes les contraintes, le milieu de travail, je sais aussi la vie familiale et tout ça. Donc oui, il y a un essoufflement, mais en même temps, il y a eu un renouveau. Il y a des gens là, il y a eu des changements de chaise. Il y a des gens qui sont arrivés dans le milieu communautaire qui n'étaient pas là avant, qui ont découvert le milieu communautaire. Donc, et un second souffle, il y a des gens pour qui ça leur a permis, la pandémie, de prendre du recul sur leur mission et leur service, faire une planification stratégique de plusieurs années pour voir vers où ils s'en vont. Puis des fois, ça a permis aussi d'aller un petit peu plus vite dans des services. Peut-être qu'ils n'auraient pas envisagé d'offrir des groupes de soutien en virtuel, par exemple. Maintenant, ils l'offrent. La demande est là. Donc, ils vont continuer à offrir ce service-là qu'ils ont développé. Donc, il y a une motivation qui est restée là, un engagement, puis de voir que peut-être encore plus à quel point leur service est essentiel. Dans un contexte, c'est que plusieurs services ont été sur pause. Bien, eux, ils sont restés ouverts. Les gens, ils se sont attachés encore plus, d'avoir un réseau, de ne pas se sentir isolés. Donc, un essoufflement, mais d'une part, je pense que ça crée aussi un engouement là, de savoir qu'ils sont là pour les bonnes causes. Tu mentionnais plutôt dans l'entrevue qu'une de vos tâches, c'est aussi de faire un peu de représentation politique. Tout à fait. Est-ce que, justement, avec le confinement, avec la pandémie qui nous a fait peut-être plus prendre conscience de l'impact qu'avait le communautaire, est-ce que tu as une écoute différente de la part du politique? Bien, dans la région ici, la MRC est déjà très sensibilisée au milieu communautaire. Donc, il y a toujours eu une belle écoute, là, même avant mon arrivée qu'on m'a mentionné. Mais c'est sûr que je vous dirais que ça a ouvert encore plus les yeux à d'autres paliers gouvernementaux, de voir la part considérable du milieu communautaire. Mais au niveau du financement, c'est encore un enjeu. Donc, il y a une écoute, mais on s'entend que c'est tous le même argent. Donc, on joue avec les enveloppes et tout ça, c'est pas toujours évident. Mais le milieu communautaire, comme tous les autres domaines, a besoin de sa part de financement pour continuer à prendre soin d'abord de ses employés, puis aussi de tous les gens qui ont besoin de leurs services. Oui, puis aussi d'essayer de pérenniser les organismes et la mission, oui, mais les projets, comme on mentionnait plus tôt, parce que si le financement tombe puis le projet tombe à l'eau,
Ça prend quand même un certain temps avant qu'un projet ait un impact. C'est pas vrai qu'au bout de 2 ans, un projet va nécessairement avoir atteint 100% de ses objectifs. Tout à fait. Puis ça prend des projets du long terme pour garder des employés, une stabilité. Tu sais, la clientèle va s'attacher à un intervenant, va créer un lien de confiance. Mais si cet intervenant-là est rattaché à un contrat en lien avec un projet spécifique, bien, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, je vais avoir le budget pour pouvoir l'engager à nouveau puis y offrir une permanence. Donc, c'est pour ça que des fois, de fonctionner par projet, ça aide certains organismes à vraiment pouvoir parfois faire des projets pilotes, voir est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on se lance vers telle avenue. Puis parfois, bien, c'est plus d'avoir des projets long terme, une vision long terme sur du grand développement. Et pour ça, ça prend un noyau d'employés stable, un noyau d'expérience qui a cette vision-là, puis qui peut perdurer sur... Parce que la société évolue, les besoins restent les mêmes, mais je vous dirais qu'ils vont aussi... les besoins restent les mêmes, mais ils vont évoluer aussi. Ouais. Donc, quelqu'un qui avait 20 ans il y a 50 ans et quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui n'aura pas les mêmes besoins, ou de la même façon en tout cas. Donc, on peut s'exprimer de la même façon. Absolument. Puis sinon, temps des fêtes s'en vient aussi, oui. Là. Est-ce que les organismes communautaires prennent des vacances? Parce qu'on s'entend qu'il y a des services qui sont quand même requis dans le temps des fêtes. Tout à fait. Il y a des organismes communautaires qui ne ferment presque pas. C'est sûr que les congés habituels là, du temps des fêtes, souvent, tout ce qui est ligne d'intervention va rester ouvert. Il va y avoir des possibilités aussi d'avoir des rendez-vous. Donc, tu sais, tout ce qui est plus urgent là, reste ouvert. Il y en a qui vont prendre des vacances bien méritées aussi. C'est assez variable. Ça dépend de la nature de l'organisme. Tout à fait. Puis au niveau de la guignolée, justement, là, avez-vous les résultats de ça? Ça fait pas très, très longtemps que ça s'est passé. Bien, la Sécurité alimentaire a dévoilé des chiffres, là, je pense la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je pense que ça a été une belle année. Moi et mon équipe, on est allés aussi faire un petit 2 heures là, sur un coin de rue. Puis les gens sont généreux. Puis les gens connaissent cet événement-là. Donc, on n'a même plus besoin de leur annoncer qu'on récolte pour la guignolée. D'emblée, ils disent c'est pour la guignolée et tout de suite, ils contribuent. Pas besoin d'explication. Non, puis c'est des billets. Là, on parle pas juste de petites monnaies. Là, les gens sont généreux, là, vraiment. Puis même en termes de dons alimentaires. Nous, ici, on les voit passer, là, les sacs à la place communautaire. Là, on voit beaucoup de gens venir déposer là, des denrées pour les paniers de Noël parce que ça s'en vient. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de se payer un bill épicerie dans le temps des fêtes pour nourrir sa famille. Donc là, c'est vraiment génial de voir que les gens ont cette cause-là à cœur. Ben oui, absolument. Puis c'est jusqu'à quelle date pour les paniers de Noël qu'on peut contribuer? Bien, je pense que juste avant les fêtes, j'ai pas la date exacte, là, mais je pense qu'ils prennent encore une semaine et demie de denrées. Là. Puis même, moi, on m'a dit qu'il y a des gens qui venaient porter des denrées même après les fêtes. Là. En fait, je pense qu'on peut contribuer à l'année là, à ce type de cause-là. Là. OK. Parfait. Donc, le message est lancé. Hein. Apportez vos denrées en tout temps. Que ce soit, moi, je dis toujours, soit de l'argent, soit des biens ou soit du temps. Il y a toujours moyen de donner quelque chose. Donc, quand il y a une cause qui nous tient à cœur, moi je n'étais pas attachée à une cause particulière. C'est pour ça que j'aime vraiment le rôle de la Corporation de développement communautaire. On touche à plein de causes. Donc, il y a toujours moyen de contribuer à quelque part. Puis tout de suite après le temps des fêtes, 2022 arrive. Ça va être quoi les projets ou les défis pour la corporation en 2022? On a des beaux projets. C'est sûr qu'on regarde toujours avec le contexte de COVID, mais il y a eu à une époque, il y a à peu près 2 ans, des rallyes communautaires. OK. Des rallyes qui ont continué là, avec les étudiants qui ont repris là, au début de l'automne, donc des écoles qui viennent visiter le milieu communautaire en petits groupes. Mais on veut également le faire du côté des élus. Il y a eu des élections dernièrement, donc beaucoup de nouveaux visages. On veut s'assurer que tous les gens de la MRC, tous les conseillers municipaux, les maires, les directeurs généraux, les directeurs des municipalités, okay, oui, puissent connaître le milieu communautaire de fond en comble. Donc, on veut organiser ce type de rallye-là. Il y a également des beaux projets aussi avec la Chambre des commerces qui s'en vient. OK. Donc, on va vraiment essayer de promouvoir le milieu communautaire avec différents acteurs. Là, oui, ça vaut la peine de tisser des liens avec la communauté d'affaires parce que malgré tout, on parlait de besoins. Il y a certains besoins aussi qui sont connexes tant par la communauté d'affaires
que par les organismes communautaires. Tout à fait. Une entreprise qui a des employés, il n'est pas à l'abri d'avoir des employés qui vivent des situations d'endettement, qui vivent des séparations, qui deviennent des familles monoparentales, qui ont besoin de se trouver un logement, qui vivent des situations d'anxiété, de problèmes de santé mentale, dépression. Ça touche tout le monde qui ont un enfant qui a une déficience intellectuelle, un problème de déficience physique ou quelque chose comme ça. Donc, le milieu communautaire, des fois, c'est associé à des causes plus au niveau alimentaire, par exemple. Mais en fait, il y a beaucoup de services qui est disponible à tous les gens là, des communautés. Donc, il faut penser que les entrepreneurs sont des fois une porte d'entrée pour ce type de service-là. Oui, absolument. Puis sinon, pour vous aussi, vous avez, en plus de toi, vous avez une nouvelle addition aussi à l'équipe? Oui, en date d'aujourd'hui, en fait, on avait un poste vacant, là, un poste d'agent de développement et de communication au niveau de l'équipe, qu'on a pris le temps, là, moi je suis arrivée en juin, donc on a mis sur la glace, on nous dit plus vers la fin de l'automne, et là on accueille Lauriane Richer là, qui vient de compléter notre équipe. Là. OK, excellent. Fait que vous êtes bien parti pour 2022. Tout à fait. L'équipe est complète. On a un vent de changement et puis une motivation incroyable dans l'équipe. Donc, je sens qu'on va ouvrir des belles portes là, en 2022. Amenez-en des défis. Oui, exact. Super. Tania, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Merci pour l'invitation. Super. Ben, écoute, c'est toi qui conclus notre saison. Alors, merci. C'était pas mal plus confortable que mes chaises, ça. Oui, hein? Ouais. Ça serait peut-être un investissement. Bonne idée. Chaud de sofa la prochaine exact. saison. C'est tout pour nous cette saison. Merci d'avoir été là. Merci à toutes nos participantes et tous nos participants qui sont venus nous jaser ça. Et merci aussi à Stéphanie Perrault de la boutique Échange Mode qui m'a si joliment habillé toute la saison. Alors, restez à l'écoute de la TVCBF et on se revoit bientôt. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.